Good Morning Business, la matinale de l'économie. 7h42 sur BFM Business et sur RMC Découverte, la matinale de l'économie depuis le Salon du Bourget et les avions qui sont présents avec le soleil qui se lève à Paris. Émission exceptionnelle, journée exceptionnelle sur BFM Business. Nos invités ce matin, Jean-Claude Maillard, bonjour, le PDG de Figeac Aéro, et puis Arthur Léopold Léger, le directeur général et fondateur d'Elixir Aircraft, Jean-Baptiste Huette, et bien sûr à mes côtés notre journaliste spécialisé aéronautique et défense. Jean-Claude Maillard, on vous suit depuis des années sur BFM Business, vous nous accompagnez. Cette année, vous publiez des chiffres. Vous revenez à une période d'avant Covid. Désormais, c'est les bénéfices. Vous avez un chiffre d'affaires en hausse pour le 16e trimestre consécutif. Vous venez de loin, ça a été compliqué. Est-ce qu'on revient désormais pour vous à une situation, pour vous qui êtes équipementier, d'avant Covid ? Oui, on a retrouvé le chiffre d'affaires que nous faisions avant le Covid, à peu de choses près, avec des bénéfices en hausse et une génération de free cash flow qui est meilleure qu'avant le Covid, ce qui nous permet de réduire notre dette, qui est le point sensible à surveiller pour Figeac Aéro. Le carnet de commandes est plein, Jean-Baptiste le disait à l'instant dans son direct, c'est ça l'enjeu, c'est les cadences, produire. Dans l'industrie aéronautique, le problème, c'est pas le carnet de commandes. On a tous beaucoup de commandes. La difficulté, c'est de voir les donneurs d'ordre concrétiser leurs besoins. C'est un exercice dans lequel on avance tous à la vitesse du plus lent et pas la vitesse du plus rapide. Et donc, on s'observe entre nous pour essayer d'anticiper qui pourrait ralentir la cadence. Mais on a observé ces derniers mois que les problèmes de la supply chain petit à petit se règlent. Et moi j'ai le sentiment qu'ils sont quasiment réglés. Ah oui, Jean-Baptiste. Effectivement, c'est ce que disait Guillaume Faury il y a quelques jours. Les problèmes de la supply chain semblent réglés. En tout cas, c'est beaucoup moins tendu qu'avant. Vous êtes au contact industriel, Jean-Claude Maillard. Tous les jours, vous savez comment ça se passe. C'est vraiment réellement le cas aujourd'hui. Ça s'est simplifié, ça s'est fluidifié. Et même à l'avenir, est-ce que selon vous, il faudra compter avec une supply chain qui restera quand même structurellement tendue ? Parce que ça a été une découverte quand même pendant ce Covid. On s'est rendu compte que la supply chain pouvait être très fragile. Alors déjà, c'est mieux d'écouter Guillaume Faury que moi, parce que Airbus est le premier constructeur mondial d'avions et a donc la plus dense supply chain de l'industrie aéronautique. Et le job d'Airbus ces dernières années, c'est de faire du marketing de l'étude et l'assemblage final de ces avions. Et entre les deux, eh bien, il y a la fabrication des pièces et des sous-ensembles, et ils sous-traitent et ils achètent quasiment tous leurs besoins. Donc Guillaume Faury a une excellente vision de sa supply chain, et s'il dit que ça s'améliore, c'est sûr que c'est vrai. Moi, à mon niveau, je vois ma supply chain à moi, fournisseur de matières premières, fournisseur de composants, et j'ai senti ces derniers mois que la situation se détend. Enfin. Et il faut que les moyens financiers dans la supply chain puissent suivre, parce que qui dit hausse de cadence dit hausse des besoins en fonds de roulement dans les entreprises. Et les besoins en fonds de roulement sont financés par les bénéfices et financés par les banques. Et elles ont été refroidies pendant le Covid. Là aussi, j'observe depuis quelques mois que la situation crispée que nous avons eue en 2021, 22, 23 se détend aujourd'hui. Bon, alors ça fait que des bonnes nouvelles. Il y a quand même un sujet qui est peut-être celui de 2025, ce sont les questions commerciales avec les droits de douane et les mesures prises par Donald Trump. Est-ce que ça vous fait réfléchir sur les endroits où vous produisez ? Vous avez des clients américains. Est-ce que vous comptez aller ouvrir une usine aux États-Unis, vous rapprocher d'eux ?
Alors on a déjà une usine ouverte à Wichita, dans le Kansas, qui s'appuie pour baisser nos prix de revient sur une usine à Chihuahua au Mexique. Donc on est déjà installé en Amérique du Nord. Quant à l'impact, 6% de notre chiffre d'affaires pourrait être exposé aux droits de douane qui sont payés, je le rappelle, par les clients, pas par nous. Mais effectivement, des droits de douane diminueraient notre compétitivité par rapport à des concurrents américains. Quand vous dites c'est payé par les clients et pas par nous, c'est-à-dire que vous touchez pas aux marges, mais que par contre vous touchez au prix, c'est-à-dire que vous additionnez le droit de douane, quoi. C'est-à-dire que notre client paye plus cher le produit des droits de douane, ce qui diminue la compétitivité des produits fabriqués en France par rapport à des produits fabriqués aux États-Unis. Mais comme vous l'avez dit, on est installé aux États-Unis avec une stratégie de standardisation de l'outil de production qu'on mène depuis maintenant une dizaine d'années, ce qui fait que on est équipé aux États-Unis comme on est équipé à peu près partout au travers le monde. Donc en quelques mois, on s'est basculé des productions ailleurs qu'aux États-Unis, si toutefois c'était nécessaire. Un mot du programme de réarmement européen. On a beaucoup raconté ici que certes il y avait beaucoup d'annonces politiques, de grands mouvements, mais pas toujours de retombées, de commandes publiques, de commandes privées qui arriveraient en cascade. Est-ce que vous voyez déjà, vous, des retombées chez Figeac Aéro? À mon niveau, non. Par contre, je me réjouis de cette forte tendance qui est de créer une industrie de la défense en Europe. Je pense qu'il faut qu'on s'inspire du succès d'Airbus qui, quand il a démarré il y a 50 ans, était que un fournisseur d'avions parmi tant d'autres et qui, après beaucoup de travail et beaucoup de collaboration en Europe, est devenu le premier constructeur d'avions au monde, d'avions commerciaux au monde. Je pense qu'on peut faire la même chose dans l'outil de défense. Mais pour le moment, on n'a pas dépassé le stade des annonces politiques. L'outil industriel à mettre en œuvre pour réaliser une défense européenne va être long, coûteux, mais je pense que c'est un chemin qu'on doit tous prendre. À côté de vous, Arthur Léopold Léger, le directeur général et fondateur d'Elysir Aircraft. Alors là, on est sur des petits avions de place qui servent surtout à la formation des pilotes. Vous les construisez, vous aussi, donc vous avez un sujet de pièces, de chaîne de valeur. Est-ce que, comme Jean-Claude Maillard, vous dites tout ça, c'est un peu derrière nous quand même? Alors nous, c'est différent. Bonjour, nous, on part de zéro, puisqu'il y a encore 3 ans, on n'avait pas encore fabriqué et livré notre premier avion. Aujourd'hui, on en a livré 41, donc on est vraiment dans une phase de ramp-up. On a le même type de problème, mais avec un point de départ un petit peu différent. Aujourd'hui, on en livre une quinzaine par an. L'objectif, c'est d'aller en livrer plusieurs centaines par an. Donc tout le travail est à faire, mais effectivement, on sent qu'il y a un petit peu moins de tension chez les fournisseurs. Jean-Baptiste. Vous venez de recevoir justement une commande de l'École nationale d'aviation civile pour 30 appareils. 30 appareils quand on débute, c'est déjà quand même c'est un challenge important. Comment ça va se passer du côté de vos usines, de vos cadences de production? Parce que vous êtes désormais confrontés à cette difficulté, vous aussi, maintenant. Ah oui, c'est énormément de pression. C'est aussi le résultat de beaucoup de travail. On a fait un avion qui est plus propre, qui fait moins de bruit, qui coûte moins cher, et ça commence à payer. L'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, est notre plus gros client. Maintenant, il faut accélérer. Effectivement, notre gros challenge, c'est embaucher, former des collaborateurs. Avant de parler de foncier, même si on a une nouvelle usine qui arrive, qui devrait sortir de terre d'ici 2-3 ans, aujourd'hui, c'est faire grossir l'entreprise, les équipes, monter en compétences. Vous trouvez les talents, justement, parce que c'est le recrutement, l'emploi, c'est un des sujets majeurs du salon, évidemment. Vous arrivez à trouver? Alors oui, on arrive à trouver, on a la chance d'être sur un super territoire qui est très attractif, La Rochelle, une belle qualité de vie, on a un super produit, on a une super équipe, donc oui, on y arrive, mais ça prend du temps. Avion de 4e génération, qu'est-ce qui plaît aux écoles d'aviation? C'est qu'il consomme peu, il est assez léger, racontez-nous.
Alors effectivement, on a notre premier argument de vente, c'est le coût d'opération. On a un avion qui coûte entre 3 et 5 fois moins cher à utiliser que les autres. Comment on a fait ça? Effectivement, on a un avion qui est plus léger via une technologie de fabrication qui est révolutionnaire et qu'on va voir de plus en plus dans les gros avions, notamment chez Airbus, dans les décennies à venir. Et ça nous permet aussi donc de faire moins de bruit. On n'entend quasiment pas notre avion quand il fait de la formation depuis le sol. C'est un avion qui est aussi plus sûr, il va pardonner les erreurs habituelles des pilotes et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est le premier avion de 4e génération prêt pour former des futures générations de pilotes. Jean-Baptiste. Alors c'est un peu technique, mais c'est passionnant ce que vous dites. Effectivement, vos avions, c'est des thermoplastiques, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que ce sont des plastiques qu'on peut arriver à modeler à chaud et qu'on n'a plus besoin forcément de mettre dans des grosses machines sous pression. Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on utilise 2 technologies qui sont toutes les 2 à base de fibres de carbone. L'une qui est très traditionnelle et l'autre qui est plus innovante avec ce qu'on appelle du pré-imprégné. Et donc on va mettre des tissus pré-imprégnés dans des moules. Finalement, on n'est pas les seuls à faire ça. Par contre, la manière dont on va fabriquer notre avion, par exemple, son aile est faite en une seule pièce, là où c'est plusieurs centaines, voire milliers de pièces chez nos concurrents. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir un avion qui passe moins de temps en maintenance, moins d'opérations pour le contrôler. Et donc on gagne sur toute la ligne. Un dernier mot avec Jean-Claude Maillard. La dernière fois que vous êtes venu sur notre plateau, on a beaucoup parlé de transmission. Vous disiez c'est compliqué de savoir dans quelques années où va aller l'entreprise. Est-ce que ce dossier avance ? Quand une entreprise a un carnet de commandes important, que les marges sont bonnes, les transmissions sont plus faciles. C'est clair. Et que les banques ont changé. Oui, donc non, je ne suis pas inquiet. Je pense que j'aurai transmis mon entreprise avant la fin 2028, oui. qui est l'objectif que je me suis fixé. Pas parce qu'au-delà de 2028, les affaires vont mal tourner. Au contraire, je pense que l'industrie aéronautique va continuer à bien se porter. Mais tout simplement parce que les bonnes choses ont toutes une fin. Et voilà, je prévois que ma fin à moi sera à mes 71 ans. Il sera temps de passer la même. Voilà, c'est fixé. Merci beaucoup Jean-Claude Maillard d'être venu ce matin sur le plateau de BFM Business. Arthur Léopold Léger, merci beaucoup également d'être venu.